Bonsoir. Au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence du 28 septembre 1984, conférence intitulée « Le rôle de l'âme » avec Daniel Kemp. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Avant d'entrer dans le sujet de la conférence, si on expliquait qu'est-ce que l'âme? C'est le sujet de la conférence. C'est le rôle de l'âme. Bon, l'âme, c'est un mot qui désigne plusieurs choses. Et c'est un mot qui est employé depuis longtemps dans l'éducation spirituelle ou ésotérique ou religieuse des masses. Donc, c'est un mot qui essaie de camoufler certaines réalités et qui essaie en même temps d'enseigner la réalité qui est camouflée. L'âme, c'est l'homme. On enseigne souvent que l'homme a une âme. Mais l'homme n'a pas d'âme. Parce que si toi tu as une âme et que tu dois sauver ton âme, ça veut dire que toi tu es autre chose que l'âme, mais quelle est donc l'importance de ton âme que tu aurais toi, qui n'est pas l'âme? Pourquoi toi devrais-tu sauver cette âme-là pour que toi tu vives? Alors c'est quoi l'âme? Mais l'homme n'a pas d'âme. L'homme est l'âme. Alors donc, automatiquement, l'homme qui a été éduqué par la religion et par l'ésotérisme comme devant être altruiste, devant être prêt à donner sa vie pour un autre, ne peut pas vouloir se sauver lui-même. Par contre, pour aller, non pas à l'encontre de l'enseignement religieux ou moral, disons, de ces époques-là, l'homme qui ne doit pas se sauver lui-même, parce que l'homme qui se sauve lui-même risque de perdre l'univers, selon l'enseignement traditionnel. Alors, l'homme ne doit pas se sauver lui-même, par contre, l'homme doit sauver son âme. Donc, l'homme doit se sauver lui-même dans l'entité cosmique, mais ne pouvant pas comprendre, justement, la différence entre l'entité cosmique ou l'entité planétaire sur les quatre plans par rapport à son entité typiquement matérielle où son identification va trouver refuge, alors automatiquement, on dit à l'homme, toi, tu ne dois pas te sauver toi, par contre, sauve ton âme. Mais si tu sauves ton âme, tu te sauves toi. Mais si je te dis sauve-toi toi, tu vas vouloir détruire l'extérieur pour te sauver parce que tu n'es pas apte à comprendre. Donc, je te dis, sauve-toi pas, mais sauve ton âme, ce qui est la même chose. L'âme est très important pour l'homme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est l'homme. Maintenant, l'homme n'est pas que l'âme. Dans l'homme, il existe au minimum deux sortes de conscience. Présentement, on a la conscience atmique, la conscience de l'âme. On a la conscience de l'esprit. Mais la conscience de l'esprit telle qu'elle était enseignée quand on a commencé à enseigner l'idée de l'âme, au début de la chrétienté, pour la grande masse, mais ésotériquement chez les Esséniens et chez d'autres sociétés secrètes avant, l'esprit symbolisait le corps supérieur à l'âme, donc l'esprit symbolisait le corps mental naissant, comparativement ou par rapport à l'âme qui était l'entité dans laquelle était identifié l'être humain. Donc, l'âme, c'est une enveloppe et c'est comme un œuf. Donc, l'œuf, ce n'est pas la coquille, l'œuf, ce n'est pas le blanc de l'œuf, ce n'est pas le jaune de l'œuf. Par contre, l'œuf, c'est tout ça réuni. Et le jaune de l'œuf, le poussin qui est en train de germer à l'intérieur, doit sauver l'œuf. Mais en sauvant l'œuf, il se sauve lui. Mais s'il veut se sauver que lui et qu'il ne pense être que le jaune, il risque de faire pourrir le blanc et la coquille et lui va mourir. Donc, étant donné que l'œuf, le jaune, c'est la densification des mémoires de l'homme, donc c'est l'ego de l'homme, lui ne s'identifie qu'à lui et lui ne veut sauver que lui. Donc, si on lui enseigne de se sauver lui, il risque de détruire l'âme, quand il n'est pas prêt à détruire l'âme. Parce qu'un jour, l'homme devra détruire l'âme. Comme le poussin brise l'œuf, mais pas tout de suite. Parce que l'homme n'est pas prêt. Comme le jaune d'œuf ou le fœtus à l'intérieur, il n'est pas prêt. Alors, ce qui arrive, c'est que l'âme, c'est premièrement la coquille, donc l'enveloppe, donc le périsprit de l'homme. L'âme, c'est le blanc de l'œuf, c'est donc les mémoires volatiles de l'homme, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas relié à l'identification propre de l'homme, mais par contre qui fait partie de ses expériences.
Vous n'êtes pas tous mécaniciens, mais vous avez dans vos expériences, certains d'entre vous du moins, l'expérience de changer une roue lors d'une crevaison. Ça fait partie des mémoires volatiles. Ça ne fait pas partie de votre identification de ce que vous appelez votre personnalité. Donc, ce sont des mémoires qui sont dans l'être humain, mais qui ne sont pas agglomérées sur l'ego, donc qui ne servent pas à l'identification de l'ego. Ça, c'est les mémoires volatiles, c'est aussi l'âme, c'est le blanc de l'œuf. Et l'âme, c'est aussi l'ego. Donc, l'âme, à l'intérieur de l'âme, va se trouver le siège de l'identification de l'homme, l'identification expérientielle de l'homme, son ego. Et l'âme, c'est tout ça. Voilà ce qu'est l'âme. Alors, si je comprends bien, le jaune d'œuf, c'est l'ego, le blanc d'œuf, c'est l'âme, et la coquille, c'est le périsprit. Non. L'âme, c'est tout ça. Le blanc de l'œuf, c'est les mémoires volatiles. OK. Alors, toi, tu inclus l'ego à l'intérieur de l'âme. Oui. Maintenant, si on prend un œuf comme tel, la démarcation entre le jaune et le blanc est très bien marquée. Est-ce que c'est la même chose pour l'ego? C'est aussi bien marqué, étant donné que c'est aussi bien marqué, mais le jaune d'œuf n'a pas conscience de sa limite. Par contre, un œil extérieur complètement à l'âme, lui, est capable de voir où est l'ego, de quelle sorte d'ego il s'agit, de quelle classe de vibration d'ego il s'agit, donc dans quel astral il se trouve, astral spirituel ou matériel. Il est capable de voir quel genre de mémoire volatile l'âme possède, donc l'être possède, donc évidemment quel genre de vie il a vécu, même si ce n'est pas aggloméré sur son ego. Et il est capable aussi de voir la grosseur de l'œuf, donc savoir quel genre d'individu ça peut donner, ou à quelle race il va appartenir par rapport à son niveau d'évolution. Oui, mais lorsque tu dis l'homme est capable de voir tout ça... Non, l'homme n'est pas capable. C'est une personne ou un être qui est à part de l'âme, qui regarde un âme. Quelqu'un qui n'a plus d'âme. Oui, l'homme lui-même ne peut pas le faire ça. L'homme lui-même, non. L'homme voit des limites, il ne peut pas situer ces limites-là, donc il ne peut pas passer par-dessus ces limites-là. L'homme a un ego, l'homme ne connaît même pas la totalité de son ego. Ce qui fait que dans son ego, il y a des phénomènes de colère, des phénomènes de manipulation qui vont être inconscientes. Il y a plusieurs phénomènes qui vont se passer au niveau de l'homme, au niveau de l'ego de l'homme, sans que l'ego lui-même puisse le connaître au complet. Pourquoi? Parce que l'ego n'est pas finalement personnalisé et l'ego, l'âme, l'astral de l'homme, donc l'âme, n'est pas encore arrivé à son contrôle. Donc l'homme lui-même ne peut pas, lui-même par rapport à lui, voir où se trouve son ego totalement. Parce que l'homme qui arrive à complètement identifier l'ego et à le personnaliser, c'est-à-dire à le délimiter radicalement des mémoires volatiles, donc à ne plus le laisser assujetti aux manipulations des mémoires volatiles, donc de l'astral individuel ou de l'astral planétaire, lui, il a déjà une idée de la démarcation, il commence à voir. Il a toujours une âme. Par contre, il peut entrevoir, mais il ne peut pas voir clairement où est la coquille, c'est-à-dire où est le périsprit. Et de quelle nature est le périsprit. Parce que la nature du périsprit, c'est-à-dire la nature de l'enveloppe de l'âme, c'est ce qui va te permettre, toi, d'être manipulé par une forme ou une autre forme de vibration. Alors, si tu ne connais pas la nature, tu ne peux pas la transformer, tu peux y aller d'une façon inconsciente, c'est-à-dire que tu crois, tu essaies, tu espères, par la foi, par la croyance, par la recherche de taux vibratoire supérieur, donc par la prière, par la méditation, par le contact vibratoire avec un autre individu, tu vas essayer d'augmenter la qualité de ton périsprit, donc de l'enveloppe de l'âme. Mais l'âme, ce n'est pas ce qui est à l'intérieur du périsprit, l'âme, c'est tout ça au complet. Et l'âme, et c'est là, disons, qui est l'important de la chose, c'est que l'âme, c'est le pire ennemi de l'ego. L'âme est ce qui a fait naître l'ego. L'ego va s'exprimer sous forme d'orgueil, entre autres, et sous forme de peur, de crainte, mais qui sont tous des expressions diluées de l'orgueil. Par contre, l'ego a comme pire ennemi l'âme. Et même si l'âme est ce qui a justement généré l'ego, et même si l'âme est ce qui nourrit l'ego, et même si l'âme est ce qui permet à l'ego de ne pas être dilué parmi l'astral planétaire, parce que l'âme a une enveloppe, justement, et c'est ce qui individualise l'individu, c'est ce qui, on l'espère, du moins la masse l'espère, va survivre après la désintégration du corps physique, donc après la mort du corps physique. L'âme, c'est ce qu'il fait. Mais l'âme, c'est l'un des immenses freins à l'évolution,
Et l'âme, c'est le pire ennemi de l'ego. Et l'âme étant un frein à l'évolution, c'est aussi ce qui va permettre l'évolution de l'ego, donc ce qui va permettre à l'ego de devenir de plus en plus fort, jusqu'à temps qu'il arrive lui-même à tuer l'âme par absorption de toutes les mémoires volatiles, on va y revenir, et l'ego, faisant ça, va automatiquement, de par l'excès de vibration qu'il va engendrer, donner la naissance à un corps mental extrêmement supérieur à l'intellect banal qu'on a présentement, et le mental va pouvoir subliminer l'ego, donc automatiquement il va pouvoir assujettir l'ego à sa propre énergie, et on va arriver justement à un individu qui n'aura plus de mémoire, plus d'âme, et plus de problème. Plus de périsprit à ce moment-là. Ah non. Alors, ça permet un accès direct avec certaines forces cosmiques, j'imagine, mais il faut quand même à ce moment-là que l'ego ou ce qui reste, le véhicule physique, soit en mesure de discerner certaines sortes de vibrations. Dans le travail de l'âme, l'homme n'a rien à discerner. C'est un travail qui se fait à l'insu de l'homme ne le sait pas, et il n'y a aucun discernement nécessaire entre, justement, le travail de l'âme par rapport au travail de l'ego. Parce que l'âme s'en occupe présentement, mais moi je faisais référence au moment où l'homme va se débarrasser de son âme, où il y a accès directement avec Oui, mais il n'y aura même plus besoin de discernement non plus rendu à ce niveau-là. Parce qu'il ne sera plus manipulé par les forces astrales, c'est-à-dire que l'homme ne recevra plus aucune manipulation, donc aucune forme énergétique manipulatrice astrale, donc l'homme va être en contact seulement et direct avec les énergies supérieures ou les énergies supramentales, ce qui fait que rendu à ce niveau-là, l'homme n'a plus besoin de discernement. OK, maintenant on dit ceci, Daniel, là. Le pire esprit protège l'individu de l'énergie de l'âme de la planète. Il protège et la planète et l'individu. Oui, mais au sein de l'âme de la planète, on a individuellement chacune âme. Oui, le et cette âme-là protège et la planète et l'individu. OK. Le père esprit de l'individu, de l'âme de l'individu, le protège contre l'astralité de la planète, contre l'âme de la planète, de façon à ce que ce ne soit pas n'importe quoi qui entre dans l'âme de l'homme. D'accord? Et au moment où ça n'y est plus, tu parles qu'à ce moment-là, l'individu va avoir accès à une énergie supérieure. J'imagine que tu fais référence au supramental ou bien le Saint-Esprit, ou qu'on l'appelle comme qu'on voudra. Mais à ce moment-là, n'ayant plus cette enveloppe protectrice, qu'est-ce qui va se produire? Bon, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une bonne âme et une âme mauvaise, ou une mauvaise âme? L'âme, c'est l'enveloppe, c'est l'œuvre dans laquelle va germer l'identification de l'homme. Et une des expressions de l'ego à l'extérieur de l'emprise de l'âme va être le corps physique, qui va être manipulé par l'ego et qui va être transformé par l'ego parce que l'ego s'identifie au corps physique. Même si l'ego est dans l'âme, une expression hors âme va être le corps physique, qui va être évidemment dirigé par le corps vital. Maintenant, l'âme lui-même, dépendant des mémoires volatiles, c'est-à-dire dépendant donc du blanc de l'œuf, hein, ce blanc d'œuf-là, ces mémoires volatiles-là, qui sont ton expérience, mais qui peuvent être évidemment autres que l'expérience d'une entité ou l'expérience d'un autre. C'est-à-dire que si ton âme elle est mauvaise, c'est que même si ton ego, même si toi tu veux faire le bien, mais que tu le fais mal, mais que tu veux manipuler, il y a toujours quelque chose qui à un moment donné, puis quand on dit faire le bien, évidemment, je parle par rapport à la morale religieuse, par exemple, parce que le mal et le bien, c'est quelque chose qui existe dans notre monde, à nous autres, mais le mal, ce n'est pas ce que l'homme pense. Et puis le péché, ce n'est pas ce que l'homme pense non plus. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est quelqu'un qui a une âme sale, une âme ternie, une mauvaise âme. C'est simplement quelqu'un qui, dans sa mémoire volatile, va avoir une forme vibratoire tellement basse, c'est-à-dire assujetti au plan astral matériel, donc même au plan astral plus bas que la matière. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, l'individu lui-même ne peut pas permettre cette forme d'âme-là, ne peut pas, non seulement nuire à l'évolution de la planète, en ce sens, elle a une mauvaise âme, mais elle ne peut pas non plus permettre à l'ego d'arriver à pouvoir éclore. Pourquoi? Parce que l'ego, lui, est en lutte continuelle contre une énergie supérieure. Parce que l'ego s'identifie à lui, et la tendance de l'énergie supérieure est de forcer l'ego à ne pas s'identifier à lui. Parce que le problème de l'homme, c'est qu'il s'identifie à lui. C'est que l'homme se croit lui-même, donc l'homme se creuse un fossé entre lui et l'extérieur, donc entre lui et l'univers, donc entre lui et toutes les formes d'énergie qui existent, et même les énergies supérieures. Alors automatiquement, ça c'est l'ego qui va susciter ça, et automatiquement, l'ego a un problème, il lutte contre Dieu. Donc,
Ça, c'est un de ses problèmes. Par contre, l'ego, lui, évolue dans la mémoire volatile contenue par le périsprit. Donc, l'ego évolue dans le cœur de l'âme, évolue dans l'âme. Maintenant, si la matière blanche de l'œuf est pourrite, le poussin ne peut pas évoluer. Au même titre que ton âme, si elle est sale, tu as un maudit problème. Par contre, on peut, par la vibration, donc par le contact, par la prière, contact vibratoire entre un individu hautement évolué, tu peux arriver à ternir, c'est-à-dire à blanchir ton âme, donc avoir une bonne âme, ce qui va te mettre en relation avec un plan astral spirituel, parce que la vibration des mémoires volatiles vont transformer le périsprit, donc l'enveloppe de l'âme, et automatiquement, tu vas être en contact avec des mémoires spirituelles de l'astral. Maintenant, l'affaire qu'il y a. Pourquoi l'âme est un handicap et pourquoi l'âme est le pire ennemi de l'ego qui, lui, doit lutter contre les énergies divines? Puis ça, c'est le problème de l'évolution de l'homme. L'homme qui, justement, a son orgueil, a son identification, et plus l'homme arrive à se conscientiser, souvent, plus l'ego va grossir. Et le problème à l'intérieur de ça, c'est que l'âme lui-même est le filtre des vibrations spirituelles ou des vibrations supramentales ou supraastrales qui vont descendre, ils vont devoir traverser l'enveloppe de l'âme, ils peuvent être déformés par l'âme jusqu'à faire qu'un canal, c'est-à-dire que les énergies qui vont descendre et qui vont être brûlées puissent faire un canal pour permettre à l'énergie, disons, supérieure, supramentale, mentale par exemple, de descendre, de venir par l'intermédiaire du mental qui va être le siège d'attraction énergétique, toucher l'ego et obliger l'ego à lutter contre. L'ego, luttant contre, on l'a vu la semaine dernière, va automatiquement avoir besoin de nouvelles ressources, donc il va puiser dans sa mémoire volatile, dans ses expériences, pour essayer de consolider sa base. Donc automatiquement, il va vider la mémoire volatile et il va réduire la densité, la grosseur de l'âme en vidant le blanc de l'œuf, c'est-à-dire qu'il va se nourrir, comme le poussin, et l'ego va légèrement grossir, mais toujours en lutte contre de plus en plus d'énergie supramentale ou d'énergie supérieure qui vont descendre. À un moment donné, le périsprit va venir toucher l'ego. Et il va être lui aussi absorbé par l'ego. Mais le handicap là-dedans, pourquoi l'âme est le pire ennemi de l'homme, malgré qu'on ne doit pas détruire notre âme, elle va s'autodétruire grâce à l'ego, mais ce qui va arriver comme le poussin va briser la coquille après avoir absorbé tout le blanc de l'œuf. Hein? Pourquoi c'est le pire ennemi? Ben c'est ça, c'est que ce qui t'englobe, toi, limite tout ce que tu fais, donc te manipule. Et le pire manipulateur de l'ego, c'est l'âme, c'est-à-dire sa nourriture. Alors toi, tu veux te nourrir. Tu es en lutte contre les énergies divines qui veulent te transformer. Mais toi, ta nourriture, c'est une âme sale. Donc ta nourriture, elle est pourrite. Ton ego qui reçoit ça ne fait que baisser son taux vibratoire. Donc, il lutte plus facilement contre les énergies divines parce que son âme, elle est impure. Je fais des relations, évidemment, entre l'enseignement traditionnel. Alors, ce qui va arriver, c'est que si tu arrives à purifier ton âme, mais purifier l'âme est dans l'astral. Le pire teintage de mémoire volatile, donc de la matière blanche de l'âme, c'est le karma. Et le karma étant la pire source, disons, de rabaissement vibratoire. Pourquoi? Parce que le karma te met en relation directe par l'intermédiaire du périsprit avec des faits accomplis dans un temps passé, donc avec des faits mémoriels présents. Et ce karma-là, te mettant en contact avec ça, si ce sont des actions qui, comme telles, de par leur valeur vibratoire, sont basses, donc on appelle ça des actions mâles, automatiquement, ton ego, lui, va pouvoir se nourrir, non plus seulement de la mémoire volatile de son âme, mais aussi des mémoires volatiles de l'âme planétaire. Alors, ce qui fait que quand l'individu est en contact parce que manipulé par des énergies planétaires, ben, l'individu, pour arriver à pouvoir détruire son périsprit, détruire sa mémoire volatile, il devra, disons, absorber toute la mémoire volatile de la planète. Donc, ce qui est absolument impossible, parce qu'il y a en masse d'êtres humains qui s'occupent de la remplir, cette mémoire volatile-là. Bon. Donc, l'individu devrait ne plus avoir de karma, c'est-à-dire l'individu devrait ne plus avoir aucune attache mémorielle avec des faits accomplis qui sont non pas enregistrés seulement dans sa mémoire à lui, mais dans la mémoire de la planète. Tu peux détruire ta mémoire à toi, mais tu n'arriveras pas, toi, à détruire la mémoire de la planète. Ce qui fait que tu dois absolument détruire ton karma, donc détruire toutes les empreintes qui vont, vibratoirement parlant, te mettre en contact avec la même source vibratoire dans le domaine de la mémoire planétaire. Alors moi, je prends mon verre d'eau, je le lance au visage de quelqu'un, c'est enregistré dans ma mémoire, mais c'est enregistré dans la mémoire de l'individu,
c'est enregistré dans toute la matière ambiante qui a pu assister à l'événement. Mais dans mon enveloppe à moi, mon âme m'entourant, j'ai en trace ceci. Et le pire karma interne va être le karma relatif, donc celui que je vais m'imposer moi-même de par ma morale. Alors si je regrette puis que ça me traumatise, je rabaisse mon taux vibratoire. Mais si j'arrive à, par le pardon par exemple, à croire que j'ai plus rien, ben, effectivement j'ai plus rien, parce que le péché c'est du domaine de l'homme, seul l'homme peut éclairer ça. Bon, alors j'oublie ça. Alors c'est très facilement assimilable par l'ego, digérable par l'ego, pour lutter contre les énergies divines, donc les énergies supramentales pour l'instant, qui est le premier père dans les cieux. Et à un moment donné, j'arrive à digérer tout ça. Mais si par contre, je suis assujetti à mon karma, c'est-à-dire que j'ai toujours en mémoire le fait d'une action accomplie dans le genre, alors automatiquement, par ma vibration, par ce karma-là que j'ai en moi, ce karma relatif-là, que je m'impose, je suis donc en contact avec la mémoire de l'individu, de l'autre individu, et la mémoire de la matière qui a enregistré ça, donc la mémoire volatile de la planète, donc le blanc de la planète, le blanc de l'œuf de la planète. Et automatiquement, avant de pouvoir digérer ça, vu que j'ai une porte ouverte dans mon péristrie sur l'extérieur, ben plus je digère, c'est-à-dire que plus le poussin bouffe du blanc, plus il y a de blanc qui rentre. Le poussin ne peut pas grossir. Bon, et la coquille ne brisera pas, elle va s'étirer, mais il ne se passe rien pareil. Tu ne fais que grossir ta mémoire volatile, et pour arriver à ne plus avoir de manipulation amenée par l'âme ou l'âme planétaire, tu devras assimiler, c'est-à-dire digérer complètement ton âme pour désintégrer le péristrie. Et là, l'astralité planétaire ne peut plus te manier, parce que pour manier l'homme, l'astralité planétaire doit passer par l'astral de l'homme. Et l'homme n'ayant plus d'astral, pas parce qu'il le désire, parce qu'il n'y en a plus, ça a été digéré, ça a été, disons, haussé en vibration, transformé par les énergies supramentales ou les énergies divines, et automatiquement, il n'y a plus de prise pour manipuler l'individu. L'âme lui-même, c'est comme l'air. Tu t'en vas avec ton auto, et qu'est-ce qui manipule ton auto? Disons, c'est le vent, c'est l'air. Mais l'air, tu t'en fous de l'air. Par contre, si l'air commence à avoir un déplacement, ça devient du vent. Toi, tu t'en rends pas compte, mais ton auto se promène un peu plus, tu uses plus tes pneus, tu gaspilles beaucoup plus d'essence, et tu prends plus de temps, si tu gardes ta même vitesse, à arriver dans un lieu. C'est-à-dire le même poids sur l'accélérateur. Par contre, si ce vent-là accélère, il se transforme en ouragan, là, tu te rends compte que tu es manipulé par le vent. Et s'il se transforme en tornade et que ça passe directement sur ton véhicule, ben là, tu n'as plus le choix, c'est évident que tu es manipulé. Tu risques de même jamais le savoir. Alors, l'individu qui est dans son ego, qui est dans son âme, lui vit le même phénomène. Il n'est pas manipulé par l'âme, c'est moi, c'est l'ego qui décide. Mais l'ego décide quoi? Il décide que ce qui lui est permis par son âme. Donc, l'ego ne peut pas, l'ego est manipulé par l'âme. L'ego est un manipulateur, mais il manipule l'extérieur et il se bouge lui-même, mais il ne sait pas pourquoi. Pourquoi tu es en colère tout d'un coup et pourquoi tu ne l'es pas à un autre moment donné vis-à-vis du même événement? Ben, si tu as assimilé dans ton âme une parcelle qui te mettait en colère, elle ne peut plus te manipuler. Mais si l'expérience te ramène la même forme de vibration, ben, un mois après, tu peux revivre l'événement et être encore en colère. Alors, c'est l'âme qui manipule l'ego. Et l'âme a donné naissance à l'ego. Parce que l'ego vient de l'âme et grossit de plus en plus en absorbant l'âme. Le rôle de l'âme, c'est de nourrir l'ego pour que ego il y ait. Et l'ego, de par son identification, va donc créer, on l'a vu la semaine dernière, va donc créer la naissance de l'intellect qui, lui, va se muter en mental. Et lui, de par son taux vibratoire, va pouvoir absorber et attirer l'énergie divine. Donc, il va pouvoir rentrer en contact avec le premier Père dans les cieux, et non plus avec le Père dans le ciel, le Père astral, celui qui est lié à l'astralité planétaire. Le Dieu créé par l'homme. Exactement. Il est très difficile de t'interviewer, Daniel, parce qu'à chaque fois qu'il me vient une question à l'esprit, tu réponds clairement à la question qui me passe par la tête. Mais si on regarde peut-être une autre facette de l'âme, dans ce sens qu'on a prétendu et on prétend depuis très longtemps que l'âme est énergisée par la souffrance. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Absolument. Peux-tu commenter là-dessus? Bon. Premièrement, comme on l'a vu la semaine dernière, qu'est-ce qui va obliger l'ego à devoir se chercher des moyens pour se rassurer? Donc, qu'est-ce qui va pousser l'ego à vouloir remplir son âme? Donc, qu'est-ce qui va pousser l'ego
à vouloir accumuler de l'expérience pour pouvoir grossir son âme, donc pour pouvoir énergiser son âme, eh bien ça va être simplement la peur, ça va être les souffrances psychologiques ou physiques, puisque la souffrance physique, elle va entraîner la peur de ressouffrir, d'avoir le même stimuli physique. Alors la souffrance, elle va donc faire obliger l'ego, premièrement, à grouiller sur sa base, c'est-à-dire qu'elle vient prouver à l'ego qu'il n'est pas ce qu'il pense être, qu'il n'est pas finalitaire dans son évolution, qu'il n'est pas le centre de l'univers, et surtout qu'il n'est pas le maître à bord. Donc, automatiquement, l'ego bouge à l'intérieur de l'âme, et l'ego essaie d'avoir des contacts extérieurs, l'ego essaie de comprendre, il essaie de voir pour se rassurer, et seulement pour se rassurer. Donc, automatiquement, l'ego va ramener des connaissances qui, s'ils peuvent directement aller vibratoirement parler avec lui, viennent faire partie de l'ego. Mais c'est souvent rare. Donc, ils vont surtout, les connaissances que l'ego va ramasser, vont surtout servir justement à remplir l'âme. Et comme ces connaissances-là, si tu apprends comment clouer ou comment ferrer un cheval, ça ne rentre pas dans ton esprit ou dans ton âme sous forme d'un cheval en train de se faire ferrer. Ça rentre sous forme d'énergie qui peuvent être transmutées en savoir par les neurones de ton cerveau. Alors automatiquement, la souffrance, donc c'est une des formes d'énergisation de l'âme, mais il y a plusieurs autres formes, mais en l'occurrence celle-là. Et quand l'ego se brise lui-même par la souffrance, l'ego est obligé de se transformer. Et là, c'est important, disons que c'est le plus gros des moyens d'énergisation de l'âme par la souffrance, et la souffrance va être surtout amenée à l'ego par l'âme. C'est l'âme surtout qui va vouloir faire bouger l'ego pour l'amener. La souffrance, elle fait quoi? La souffrance, elle détruit l'ego, premièrement, et en même temps, elle renforce l'ego. C'est-à-dire que la souffrance va prendre l'ego comme il est, et l'ego va vivre des choses, l'ego va interpréter ces choses-là, les mémoires de l'âme vont venir manipuler l'ego, les mémoires internes, l'expérience, autrement dit, exactement comme si disons que tu entends la musique chez le voisin, ça monte, ça descend. C'est pas grave. C'est dans la mémoire expérientielle, dans les mémoires volatiles. Ça fait pas partie de l'ego. Une heure après, ça recommence, ça redescend. Mais c'est comme ça depuis un mois. À chaque heure, ça monte, ça descend. À un moment donné, c'est trop. Pourquoi? Parce qu'à la longue, à force de ramasser dans ta mémoire expérientielle une forme d'énergie, ça finit par faire un bloc que l'âme va pousser sur l'ego. Et l'ego va l'absorber, mais là, c'est beaucoup plus fort. C'est pour ça que la même chose, parce que tu l'as en mémoire, finit par te taper sur les nerfs. Mais si c'est la première fois, c'est pas grave. La deuxième fois, c'est pas grave. La troisième fois, ça commence à être grave. La quatrième fois, là, ça commence. La cinquième fois, t'en as assez. Pourtant, c'est le même stimuli, le même phénomène. Mais c'est dans la mémoire expérientielle de l'âme, et l'âme l'envoie sur l'ego. Qu'est-ce que ça devrait opérer sur l'ego? Ça devrait détruire l'ego. Mais l'ego ne peut pas être détruit. Pourquoi? Parce que la partielle expérientielle qui arrive à l'ego ne peut détruire que certaines parties de l'ego qui ne sont pas suffisamment soudées. Et qu'est-ce qui reste suffisamment soudé? Bien, normalement, ça va être des phénomènes qui, eux, vont être reliés avec le mental, parce qu'eux autres vont être sûrs d'eux autres, parce que le phénomène même de l'ego qui va rester ensemble, c'est un ego qui a pu expérimenter dans le domaine de la vie son identification. Tu crois être Dieu, par contre, une parcelle de l'ego qui sait qu'elle n'est pas Dieu. Et si une chose arrive et frappe l'âme, ben les parcelles, je suis Dieu, mais je contrôle rien. Ça peut être détruit. Donc, ça réénergise l'âme, parce que l'ego, l'âme reprend des parcelles. Donc, le blanc d'œuf repuise dans le jaune d'œuf pour se nourrir. Par contre, la parcelle qui déjà, elle, savait qu'elle n'était pas Dieu, elle n'est pas ébranlée, et l'expérience qui vient justement d'être vécue renforce cet ego-là. À ce moment-là, est-ce que ça serait canaliser l'énergie? C'est-à-dire que, oui, ça pourrait être une forme, mais elle est involontaire, incomprise et immanipulée par l'ego et par l'âme. L'âme ne sait pas ce qu'elle fait et l'ego ne sait pas ce qu'il fait. C'est pour ça que je te dis qu'à ce niveau-là, le discernement n'est pas nécessaire. Tous les êtres humains sur la Terre vont arriver, à un moment donné, à avoir un mental, et ça, une fois qu'ils ont un mental, là, le discernement est nécessaire. Mais sans discernement, tu arrives quand même à avoir un mental. Le problème, c'est quand tu commences à te fier au mental et que l'astral te joue des tours, là, il faut un discernement. Mais veut pas, au niveau de l'âme, ben l'âme va essayer par la souffrance de détruire l'ego.
et l'ego va se renforcer, il va être quand même détruit, c'est-à-dire égrené, émietté, mais il y a des grosses parcelles de l'ego qui restent, et lentement on finit par former un ego qui est en relation, ou disons en accord, entre guillemets, avec le plan de vie dans lequel il est placé. Et lui va pouvoir être placé en harmonie par l'intermédiaire du corps mental qui, à la longue, va être formé et qui, à la longue, va être énergisé par le corps supramental ou par l'énergie supramentale. Si on prend Si on prend l'œuf comme tel, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme représentation du corps supramental? L'air ambiant qui va pouvoir nourrir le poussin à la sortie de l'œuf. Okay. Mais encore là, disons qu'on est dans le domaine de la matière, on ne peut pas pousser les relations trop loin. OK. Maintenant, si Ça on... fait plaisir, là, je te disais l'air ambiant, mais... OK. Si on revient à l'exemple, le tableau que tu nous as brossé, du type qui écoute la musique chez le voisin, qui monte, puis qui descend à tous les heures, puis qui finit par l'agacer. On sait que si l'individu sait canaliser les émotions, les énergies, à ce moment-là, ça ne lui tombera pas sur les nerfs. À l'intérieur du tableau que tu as brossé tantôt, qu'est-ce qui se produit lorsqu'un individu canalise cette énergie-là, puis lorsqu'il ne la canalise pas? Bon, l'énergie qui va être canalisée, c'est-à-dire que tu reçois une impulsion, elle va dans ta mémoire volatile. Si le mental, parce que pour canaliser, il faut évidemment que le mental se mette en opération. L'astral ne canalisera pas. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que le mental enregistre l'impulsion, lui va porter un jugement, c'est-à-dire que l'impulsion comme telle, elle ne vaut rien. Elle n'est pas stressante pour le corps physique, elle n'est rien. Donc, là, lui, il la laisse aller au niveau des mémoires volatiles. C'est la seule différence quand tu canalises, c'est que le mental vérifie ce qui se passe. Bon, au niveau de l'homme normal. Alors, automatiquement, l'astral, si lui veut envoyer quelque chose, c'est automatiquement, disons, perçu par l'ego, qui lui, évidemment, faisant confiance au mental, tout ce que le mental enregistre ou filtre, l'ego est au courant. Parce que c'est l'ego qui a bâti le mental, justement, ou l'intellect, pour pouvoir connaître d'une façon analytique, logique par rapport aux lois régissant à l'extérieur. Parce que la logique ne dépend que des lois régissant à l'extérieur. C'est ça la logique. Hein? Une logique qui ne fit pas avec les lois qui régissent l'extérieur, c'est une logique illogique. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que lui, notre ego, voit le mental filtré et le catalogue, c'est-à-dire qu'il, disons, met une forme d'énergie après l'impulsion qu'il a reçue, et c'est le relégué au niveau des mémoires volatiles. Si à un moment donné, l'âme renvoie cette accumulation d'énergie-là sur l'ego, ben l'ego le reconnaît, et l'ego ne s'en fait pas, parce que l'âme, c'est-à-dire que le mental l'a déjà vérifié. Par contre, ce qui est compliqué, et c'est là que le discernement, dans un individu qui commence à avoir un mental supérieur, mais pas un supramental, un mental, disons, commence à être assez gros. En voie de développement. Oui, lui doit avoir le discernement. Pourquoi? Parce que normalement, ce qui va arriver, c'est que tout ce que l'âme envoie à l'ego et qui n'a pas été filtré par le mental avant, ne peut pas être filtré par le mental après. Alors, automatiquement, tu es manipulé. Mais quand le mental devient suffisamment évolué, donc énergisé par l'énergie supramentale, entre autres, alors automatiquement le mental va être capable, lui, de maîtriser l'ego, donc toutes les impulsions de l'âme ou de l'âme planétaire, donc les manipulations astrales planétaires, qui arrivent à l'ego, avant de bouger, automatiquement l'ego va permettre au mental d'analyser l'information, et là, le mental va discerner si ça vient d'en bas ou si ça vient d'en haut, de l'astral ou du supramental. Et là, le mental, qui lui est capable maintenant de manipuler, disons bien, l'âme et l'ego, ben, automatiquement, va faire en sorte que l'ego ne bouge pas à cette attaque ou à cette agression de l'âme. Alors, c'est là que va intervenir le discernement. Mais avant ça, le discernement, il est impossible. Si toi, tu canalises l'énergie, l'information, l'âme, dans l'âme, ça va être enregistré, mais sous une forme de mémoire astrale qui va être teintée de mental. Et si l'âme renverrait ça à l'ego reconnaît, ah non, ça a déjà été analysé par le mental. Par contre, ce que le mental n'a pas analysé, ce qui est déjà dans ton âme à toi, si ça s'est précipité sur l'ego pour l'attaquer, ben l'ego va réagir comme il va pouvoir réagir. Ça détruit l'ego, mais ça renforcit l'ego. Lorsque tu parles d'analyser par le mental les énergies, est-ce que tu fais référence à l'observation?
Non. Quand tu analyses mentalement, l'observation, c'est une forme d'analyse qui est faite, disons qu'on pourrait, je dis non, puis c'est oui, mais c'est non. C'est que si tu observes, c'est analysé, mais inconsciemment par le mental, parce que plus l'observation se rapproche de la réalité, moins elle est temporelle. Donc, il n'y a pas d'analyse, mais disons que c'est l'analyse suprême. Tu peux analyser aussi par raisonnement. L'intellect est capable d'analyser par raisonnement le phénomène. Par contre, l'ego peut encore être manipulé par une interprétation, disons, raisonnable de l'intellect. Mais si tu observes, plus l'observation va se rapprocher de la perfection, moins elle va être assujettie au temps, donc moins elle va être sujette à être manipulée par l'astral, donc plus elle va être parfaite, donc plus elle va être sujette à être manipulée par le supramental, et automatiquement, bien évidemment, là, oui, l'astral, l'âme ne peut pas s'emparer de l'information pour détruire l'ego. Maintenant, si on regarde au niveau de la planète Terre, on sait que la planète a une âme parallèle à l'individu. Est-ce que c'est le même phénomène qui se produit? Oui, c'est le même phénomène que se produit au niveau de la planète, sauf que c'est dans des temps différents. Parce que, disons que chaque être humain représenterait une cellule de l'œuf planétaire. Alors, ce qui fait que toutes les fois qu'une cellule éclot, alors on bâtit jaune de l'œuf planétaire. Alors, ce qui fait que c'est le même phénomène, mais c'est pas dans le même temps. Quand je disais que l'astral, le périsprit, de l'âme de l'homme, protège et l'homme et la planète, c'est que l'individu lui-même qui a un périsprit, s'il n'en avait pas, il serait détruit, c'est-à-dire que les vents astraux le dilueraient dans l'astral planétaire. Il n'y aura pas d'âme individuelle. Non. Il y aurait un âme comme on en connaît chez certaines formes d'espèces de végétaux et chez certaines rares formes d'espèces d'animaux. Parce qu'ils ont des âmes de type communautaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'âme individuelle. Collective. Et ça, ils sont régis par une âme qui va être collective, une âme de communication. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'homme lui-même, qui vit sa propre expérience, ben, il va être capable, lui, à la longue, d'arriver à faire en sorte qu'une cellule, disons, de l'œuf planétaire puisse arriver à sa finalisation. Si on n'avait pas de périsprit, toutes les expériences enregistrées par un véhicule physique iraient automatiquement à l'intérieur de l'œuf planétaire et ça prendrait des millions et des milliards d'années de plus pour que la Terre arrive à son chemin, disons, final d'évolution, final par rapport à l'identification planétaire, ça va de soi, et non pas final par rapport à l'identification universelle. Alors, ce qui va arriver, c'est que, vois-tu, l'âme lui-même, quand l'âme a commencé, disons, l'âme individuelle de l'homme, quand cette âme-là est apparue sur la Terre, c'est quand il y a eu tentative de liaison entre la race humaine blanche avec une race violette, qui, elle, a été amenée, d'ailleurs, de l'extérieur de la planète Terre. La septième race mère de l'évolution planétaire, présentement, on fait partie de la 5e race mère, et la majorité des individus font partie de la race teutone, de la 5e sous-race de la race blanche. Maintenant, il y a plusieurs individus présentement qui font partie de la 6e et de la 7e sous-race. La 6e race mère, c'est la race bleue, et la 7e race mère, donc la plus évoluée sur le plan planétaire, c'est la race violette, qui a déjà été vivante sur la Terre, mais par certains conflits, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la race violette a décidé de faire mieux, et elle s'est mixée avec la race blanche arienne sur la Terre, et ça l'a donné l'homme qu'on a ici, c'est-à-dire que ça l'a immensément fait évoluer l'homme. Par contre, ça l'a empêché le plan divin d'arriver à ses fins. Alors, au lieu d'avoir une race violette débutante, une race blanche, puis on doit passer par le reste des races. Alors, ce qui est arrivé au début, quand l'homme est apparu sur la Terre, tout ce que ça l'a donné, l'âme planétaire manipulait l'homme, et cet homme-là, l'âme planétaire, était manipulé par une forme d'énergie supérieure qui était capable de manipuler l'âme planétaire parce qu'il n'y avait pas d'ego dans l'âme planétaire. Et à cette époque-là, l'âme n'était pas l'ennemi de l'ego, l'âme était au service, disons, des énergies supérieures, et l'âme était absolument utile. Devait être détruite à un moment donné pour éliminer l'identification planétaire, mais l'âme était utile. Ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, il y a des égos, et ça c'est l'apanage de la planète Terre, il y a des égos qui se sont formés chez les individus qui se sont mixés à la race violette, qui eux étaient déjà homifiés et égocentrisés. Donc, ils avaient une identification au niveau de la race violette.
mais différemment de la race de l'homme. Et quand cette race violette-là, disons les Adamiques, c'est-à-dire Adam et Ève, mais disons que les quelques milliers d'Adam et Ève de la race violette se sont mixés à la race blanche débutante de cette époque-là, ben, automatiquement, ils auront fourni l'ego par génétique, et ils leur ont fourni aussi une possibilité d'avoir un intellect, on l'a déjà dit, et automatiquement, ça l'a donné à l'homme l'enveloppe périphérique, la mémoire volatile, l'ego, c'est-à-dire qu'au lieu d'être identifié à une race divine, on est identifié à moi-même. Bon, et par après, suite à des peurs, ben, on s'est identifié à un peuple de Dieu, mais un Dieu dans le ciel, un Dieu qui était régi par la mémoire volatile de l'âme planétaire, et puis un Dieu des cieux. Alors, si on regarde l'évolution de cette race-là par après, ben, automatiquement, tu as maintenant l'individu identifié à lui, tu as l'âme, et tu as la parcelle mentale donnée par la génétique immédiate de la relation sexuelle entre la race violette et la race blanche, et ce mental-là étant trop périmé, parce que c'était pas le temps, mais la race violette a voulu faire ça plus vite, pour aider, pour aller plus vite, parce que la race violette, disons que le temps qu'elle vivait, elle, son temps à elle, c'est absolument différent du temps humain. Donc, dans le temps humain, c'était pas le temps. Et automatiquement, ben, l'homme avait un astral supérieur et un mental débutant. Sa forme génétique, physique, ne lui a pas permis, c'est-à-dire son cerveau, ne lui a pas permis de pouvoir canaliser une énergie mentale suffisamment avancée pour pouvoir manipuler l'astral, donc pour pouvoir manipuler l'âme qu'il venait d'avoir par le contact avec la race adamique. Donc, automatiquement, l'ego a manipulé l'intellect et ça a continué à gonfler l'âme, parce que l'âme en a profité pour manipuler l'ego qui était insuffisamment puissant, et là, ça a gonflé les âmes. Donc, on en est rendu avec tout le monde des âmes, tout le monde des égos, tout le monde des mémoires volatiles, et puis à un moment donné, ben, il va se passer le processus inverse, ça va tout se digérer et disparaître. Basé sur tes explications, est-ce que, si j'ai bien compris, est-ce qu'il serait juste de dire que lors du mixage entre la race violet et la race blanche, il y avait vie impersonnelle à ce moment-là, chez l'individu? Il y a toujours d'ailleurs vie impersonnelle. Et puis, oui, dans un certain sens, mais disons que pour faire ma comparaison, je suis obligé Parce qu'il n'y avait pas d'ego, d'utiliser... il y avait vie impersonnelle. Exactement, Oui. c'est ce que je voulais en venir. Alors, il y avait vie impersonnelle. On a donné un ego à l'homme pour se donner une personnalité qui, éventuellement, va falloir qu'il devienne impersonnelle. Oui. Parce que les choses qu'il a eues, il les a eues avant son temps. Il n'était pas prêt. L'homme n'était pas prêt à vivre éternellement, parce que l'homme n'a pas la vibration suffisamment nécessaire pour arriver à faire ça. Et l'homme n'était pas prêt non plus à avoir une parcelle analytique en lui. Un début mental, un intellect, qui lui permettrait de connaître les choses extérieures d'une façon analytique et logique. Donc, tu connais automatiquement, de par rapport à toi, les choses qui sont bonnes pour toi et les choses qui sont mauvaises pour toi. Mais l'homme a eu cette connaissance-là quand l'homme n'était pas suffisamment développé pour non pas en recevoir une parcelle, mais en recevoir le plein montant. La race humaine devait, par contact vibratoire, mais exclusivement là, évoluer au contact vibratoire de la race adamique, donc de la race violette, et évoluer physiquement dans sa biologie suffisamment pour avoir un cerveau suffisamment développé pour pouvoir recevoir une entité mentale suffisamment avancée pour pouvoir manipuler l'astral. Et là, ça aurait été intelligent que ça se fasse. Mais la race violette s'est mélangée trop rapidement avec la race humaine et le cerveau n'était pas suffisamment avancé. Par contre, le reste l'était. Le cerveau était en train de se développer d'une façon adéquate. Et automatiquement, ben, l'homme a eu tout ce qu'il fallait et la partie intellectuelle, mais trop minuscule. Exactement comme si tu mets entre les mains d'un débile mental des armes nucléaires. Ben, les armes nucléaires, il y a tout ce qu'il faut physiquement pour s'amuser avec. Par contre, il n'y a pas ce qu'il faut pour gérer ou pour régir la manipulation qu'il en ferait. C'est ce qui est arrivé à l'homme. L'homme n'était pas prêt à recevoir les armes nucléaires, disons, par rapport à notre arriéré mental. L'homme était insuffisamment développé dans sa matière physique pour pouvoir supporter ou servir de support à l'énergie mentale qui serait transférée par la génétique en même temps que les énergies égoïques astrales. Alors donc, ça s'est fait avant le temps, et l'homme qui était impersonnel jusqu'alors est devenu personnel, c'est-à-dire qu'il est devenu identifié à lui, et il a pu se servir du mental qui
qui, lui, n'était pas identifié et personnalisé. Donc, il a pu se servir de prendre le mental comme esclave et puis bâtir l'humanité qu'on a connue. Et là, c'était le fiasco total, c'était le deuxième fiasco d'ailleurs. Daniel, ceci m'amène à penser que dans le cosmos, naturellement, on sait aujourd'hui qu'on a, sur nos bases, disons, humaines, on peut dire qu'il y a plusieurs erreurs qui se font. Mais la loi de la précipitation, si on regarde par exemple au niveau réincarnatif, il y a beaucoup d'entités qui se réincarnent, ils se précipitent, ils font ça trop vite. Alors, à ce moment-là, ce que tu parles de la race violet, c'est la même chose qui est arrivée. C'est le même phénomène. Ils payent pour, c'est-à-dire l'humanité paye pour, puis quand l'entité se réincarne par cette loi de précipitation-là, qui est pressée à le faire, à ce moment-là, il paye pour de la même façon. L'homme est toujours pressé. J'ai déjà dit, Dieu a créé. Ce qui arrive, c'est ça. Si tu regardes juste ta précipitation, qu'est-ce qui se passe? L'individu qui est précipité, l'esprit qui veut se réincarner, la race violette qui fait ça trop vite, l'homme lui-même qui agit souvent trop rapidement. On voit la même chose dans l'évolution, dans le cheminement. Pourquoi? Parce que le désir que tu as, par exemple, de fonder une famille, le désir que tu as de n'importe quoi, et surtout quand c'est moralement ou spirituellement élevé, plus c'est élevé, moins c'est dense. Ça va de soi. Et plus c'est dense, moins c'est élevé. Bon, je dis ça pour qu'on me comprenne bien, là. La matière, elle est dense. Et la matière, non seulement elle est dense en matière, mais elle est dense en espace et en temps. Ce que je veux dire par là, c'est que le temps est relié à l'espace et ça donne la matière qui a le temps d'exister et ça donne une évolution de la matière, donc un déplacement, une désagrégation ou une amélioration. Et dans la matière, le temps est régi selon une certaine chronologie qui est d'ailleurs maîtrisée et contrôlée par la matière. Dans ton corps vital, c'est un temps qui est moins dense, parce qu'il est exprimé dans une forme d'énergie, dans une matière moins dense. Donc le temps est plus long. Et dans un temps astral, où vont naître tes désirs, le temps est moins dense encore, et automatiquement, tout ce qui se passe à l'intérieur de ça, tu as moins de limitations temporelles, parce que tu n'es pas écrasé par le temps. Tu peux donc prendre du temps à réfléchir, comme réfléchir à une vitesse extraordinaire. Tu es moins limité par le temps, parce que moins compressé par le temps. Et plus tu vas aller au niveau mental, au niveau supramental, moins le temps va devenir ton ennemi. Alors toi, tu as une idée dans l'astral, où le temps est carrément différent du temps matériel, et là, tu veux implanter cette idée-là dans la matière, mais c'est pas le temps. Parce que dans la matière, avant que la chronologie de la matière arrive à être en harmonie temporelle avec l'idée, ça prend plus de temps dans la matière. Donc, tu deviens patient dans ta chronologie astrale. Alors, la loi de précipitation, c'est la même chose. Tes entités qui se réincarnent, qu'elles soient vitales, astrales, mentales, parce qu'il y a plusieurs formes d'entités qui se réincarnent comme un individu, eux autres sont dans l'astral. Mais l'enfant qui naît, les autres sont pressés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout est bâti dans l'astral, c'est prêt. Et l'astral, évidemment, c'est prêt, il manque avec la matière. Alors, tu le mets dans la matière. Non, c'est pas le temps de le mettre dans la matière. Le mental a l'intelligence d'attendre le temps. Il se lie à l'astral, au niveau des réincarnations. L'énergie supramentale a évidemment l'intelligence d'attendre avant de se lier au mental. L'énergie mentale attend avant de se lier à l'astral. L'énergie astrale, elle n'est pas intelligente. Et elle est assujettie à des manipulations typiquement planétaires, et elle ne connaît pas d'intelligence. Et elle est donc pressée, impatiente. Tout est prêt, c'est parfait, on y va. Puis dans la matière, est-ce que c'est prêt? Tu arrives ici pour découvrir que non. Mais t'es dedans, là. Ceci m'amène aussi à penser, disons, dans le même sens, que présentement, sur la planète Terre, il se produit les deux extrêmes. Car les jeunes qui naissent avec des cerveaux prêts, plus prêts pour recevoir l'énergie supramentale, et l'autre côté, moins prêts. Mm-hmm. Mais ça, c'est simplement un phénomène génétique dans le temps. Les temps s'en viennent où, justement, cette énergie-là va pouvoir descendre parce que les entités qui vont se réincarner vont choisir les bons corps. Le temps matériel commence à se rapprocher, disons, des espoirs de différents prophètes bibliques, des espoirs de différents grands maîtres qui, en fin de compte, sont devenus des divinités et des idoles. Le temps matériel commence à pouvoir concrétiser ce que Robin-Dos a déjà pensé, ce que d'autres ont déjà pensé et vécu bien avant eux autres. Et c'était pas le temps.
Mais là, ça commence à être le temps. Tu as une idée dans l'astral de fabriquer un avion. Mais la science matérielle ne peut pas fournir les pièces. Les industries ne peuvent pas machiner les outils. Mais ça a été le problème de plusieurs inventeurs qui étaient avant leur temps. Mais c'est quoi être avant ton temps? Ben, c'est simplement ça. C'est que toi, au niveau mental, au niveau astral, tu es plus subtil, donc moins écrasé, moins manipulé par le temps, et tu veux mettre ça dans la matière, mais ta matière n'est pas plus subtile, ou tellement peu plus subtile que l'extérieur matériel, que le temps, tu ne peux pas le manipuler là. Mais quand l'homme arrive à augmenter son taux vibratoire, même matériel, ben évidemment, il arrive à vivre plus longtemps. Mais c'est pour ça qu'il y a une loi de précipitation sur la Terre, c'est que dans la matière, le temps n'a pas la même chronologie que le temps vital, que le temps astral, que le temps mental, que le temps supramental. L'énergie de l'hyperespace, c'est quand l'homme va arriver à sortir de son continuum limité temporel pour aller dans une autre forme de temps et d'espace. Et selon les théories de nos astrophysiciens, entre autres, ben, un individu qui arrive à traverser dans l'hyperespace voyage dans le temps à une vitesse différente. C'est-à-dire que lui, ça prend 1 heure, même la matière physique, et quand il revient dans son temps, dans son univers à lui, ben, tous ses amis sont morts et enterrés depuis longtemps. Bon, c'est simplement que si tu arrives à vivre dans un domaine, ben là, c'est une théorie, c'est-à-dire que l'homme physique va-t-il pouvoir traverser? Bon, j'ai même vu à un moment donné que les savants pensaient fabriquer une machine pour créer des trous noirs, pour pouvoir traverser dans l'hyperespace. Ils ne savent pas si c'est là, mais en tout cas, ils veulent créer des machines pour créer des trous noirs. Ça crée un ego plus fort. C'est ça. Puis le trou noir est supposé absorber des soleils. Fait que imagine-toi ce qu'il va faire des bonhommes. Mais enfin, alors ce qui arrive, c'est que tout ce qui se passe au niveau du temps et de la précipitation, ben, ton ego vit dans un temps à lui. Hein? Une journée, ben, il trouve que le temps passe vite. Une autre journée, il trouve que le temps passe lentement. Lui, il n'est pas manipulé par la limite réelle du temps. C'est-à-dire qu'il y a sa limite réelle matérielle. Sa limite à lui, elle est là. Sauf qu'il peut jouer avec. Le temps est moins densifié. Et la matière l'est moins aussi. Donc, il peut se permettre un taux vibratoire plus rapide. Selon les observations de plusieurs gens qui avaient un grand bout de chemin de fait dans la conscientisation sur la planète Terre, on a remarqué que justement, il y avait eu par, disons, des entités ou disons, ceux qu'on appelle les maîtres du monde, on pense que c'est eux, qui ont, 12-13, qui ont provoqué de la grande souffrance sur la planète Terre. Si on fait référence, par exemple, à la guerre, les 2 guerres mondiales, on sait, c'est assez facile à voir quand on fait une analyse complète de tout ce qui a été les manipulations qu'il y a eu pour provoquer ces 2 guerres-là. Alors, à ce moment-là, si on fait référence à ce que tu disais tantôt, que ça énergise l'âme de la planète, est-ce que chez l'individu, à l'intérieur de l'individu, il y a quelque chose qui le pousse à passer à travers certains événements pour souffrir aussi? Ben, c'est-à-dire que si l'individu est manipulé par l'âme, l'individu va vouloir souffrir. Et l'âme ayant été ce qui a manipulé le plus les contingents religieux sur la planète, automatiquement, l'âme a demandé à l'ego de souffrir. Alors, l'individu va vouloir passer souvent par la souffrance, et longtemps, et en plus, l'ego peut même finir par penser qu'il, lui, doit souffrir, parce que dans ses mémoires, il ne connaît que souffrance. Alors, il ne peut pas arriver à penser qu'il peut vivre convenablement. Alors, de là, l'expression « on est né pour un petit pain ». Bon, alors, tu n'es pas né pour un petit pain, mais si tu veux prendre un petit pain, ben bouffe un petit pain. C'est tout. À un moment donné, tu te rendras compte que tu peux bouffer ce que tu veux aussi. Alors, ce qui arrive, c'est que dépendant de la manipulation qu'a l'âme, et automatiquement de l'extérieur sur l'âme, ben, l'individu va vouloir souffrir. La souffrance, je l'ai déjà expliqué, c'est un refus de la mémoire de vouloir être transformé. Alors, automatiquement, ben, l'ego va souffrir. Pourquoi? Parce que l'ego doit perdre des morceaux. C'est avec l'ego qui ne souffre pas l'âme. L'ego perd des morceaux parce qu'il y a souffrance, mais l'ego se renforcit, même si l'âme s'énergise. Et l'ego se renforcissant, il va essayer, lui, de plus en plus, de rester en relation étroite avec ce qui va le rassurer le plus, ce qui va le renforcer le plus, et à un moment donné, on va assister à une désagrégation de personnalité égoïque qui ne fit pas avec l'ego principal, donc ça renforcit d'une façon réellement terrible l'ego, qui lui va se placer sous la protection du mental, puis par après, on va avoir une digestion de tout ce qui est là, et tout ce qui est autour dans la mémoire volatile n'est pas aggloméré ensemble.
ce n'est pas une force de frappe tellement terrible. Par contre, vu que c'est régulier et que l'ego, lui, ne comprend rien, ça devient terrible. Mais l'ego est beaucoup plus fort en termes de résistance que toutes les particules mémorielles qui ne peuvent pas s'agglomérer ensemble. S'ils commencent à s'agglomérer, ils deviennent une deuxième source d'identification dans l'âme, donc une deuxième individualité, une deuxième personnalité, mais normalement, ça va être automatiquement détruit par l'ego ou assimilé par l'ego. Et l'âme n'a pas intérêt à faire ça parce qu'il y a danger que l'ego s'empare automatiquement du petit ego qui essaie de naître. Le degré de compréhension du phénomène fait en sorte que ça peut disparaître. Est-ce que c'est relié directement avec le taux vibratoire de la personne? Quand je parle compréhension, je parle savoir, le savoir, parce que ce n'est pas nécessairement une compréhension intellectuelle qui va faire en sorte que l'âme va se désagréger comme telle. Alors, est-ce que nécessairement il faut que le taux vibratoire de la personne soit élevé pour qu'il y ait ce savoir du phénomène? Automatiquement, parce que le taux vibratoire qui va être là va être l'expression justement du savoir, donc de l'élévation de l'ego, de l'assujettissement de l'ego mental. La vibration qui parle, c'est un phénomène qui est l'expression de ce qui se passe dans l'individu. Alors automatiquement, l'individu a un taux vibratoire élevé quand il y a absorption des mémoires volatiles ou quand il y a densification de l'ego, mais assujettissement de l'ego. Parce que l'ego, avant d'être détruit, c'est-à-dire avant d'être assimilé au mental, donc avant d'être fusionné au reste des corps, bien, l'ego va s'identifier totalement. Mais l'ego n'arrive pas à être personnalisé tant qu'à l'intérieur de lui, il y a différentes parcelles qui ne fitent pas tout à fait. Et c'est ces parcelles-là qui souffrent et qui sont détruites par l'âme, pour que l'âme puisse s'en nourrir. Mais l'ego, lui, arrive de plus en plus à être totalement un bloc de ce qu'il est, lui, sans agglomération. Donc, plus l'ego va se personnaliser, plus l'ego va transformer la vibration de la mémoire volatile en ce qu'il est, lui. Alors, c'est pour ça qu'un ego personnalisé va être capable de faire les voies du Père mental et non pas les siennes, parce qu'il est capable de s'assujettir au mental, parce qu'il n'y a pas de conflit continuel à l'intérieur de lui-même et de son âme, et un ego personnalisé n'a presque plus de mémoire volatile, donc il n'a presque plus d'âme. Plus l'ego se personnalise, disons, plus l'âme devient petite. Jusqu'au moment donné où l'âme va être assimilée à l'ego, puis l'ego va être dirigé par le mental qui va approcher la personnalisation. Donc, lui va commencer à faire les voies du Père dans les cieux. OK. Si on regarde ça, Daniel, d'un point de vue cosmique, tout le cheminement que tu viens d'expliquer, ça fait quoi dans le cosmos, ça? Dans le cosmos, ça fait simplement que ça ne regarde pas l'homme pour l'instant, que l'homme n'arrivera pas à comprendre ça, parce que déjà même que le phénomène de l'âme est une chose difficilement compréhensible par l'homme. Par contre, c'est une chose qui est importante que l'homme puisse comprendre le fonctionnement même des mécanismes qui l'autorégissent, parce que l'homme est manipulé par lui, c'est-à-dire que l'homme, c'est l'homme, et dans l'homme s'identifie une certaine parcelle de lui-même, et l'homme cherche le manipulateur souvent à l'extérieur. Mais il y a manipulation de l'extérieur parce que c'est permis par un manipulateur intérieur qui manipule l'ego, et l'ego manipule le mental. Alors, de voir ce que ça fout dans le cosmos, disons que présentement, on a vu ce qui se faisait sur la Terre, on a vu même d'où ça venait un peu. Alors, je pense que présentement, on a assez de matière à regarder sans aller voir ce qu'une entité extraterrestre ou ce que Dieu en pense quand il regarde la planète Terre. OK. J'ai plus de questions. Continue. J'ai plus de réponse. Alors, sur ça, on va terminer la première partie de cette conférence. Pour la deuxième partie, nous avons distribué des papiers pour que vous puissiez poser vos questions. Maintenant, je vous demanderai de bien écrire lisiblement vos questions de façon à ce que je puisse les lire correctement et que j'aie l'air d'un gars qui sait lire. Durant la pause, nous avons le petit magasin à cassettes, là, et puis pour le bénéfice de ceux qui viennent pour